Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo audio. Aujourd'hui, je suis avec Georgine, docteur en nutrition, et on va parler d'un sujet qui t'intéresse très fortement, qui est tout simplement la boisson d'effort. On va voir quelles sont les différentes boissons d'effort, comment s'hydrater et notamment quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu peux commettre lorsque tu utilises une boisson d'effort. Bonjour Georgine, merci à toi d'être là pour cette interview. Et d'abord, j'aimerais que tu te présentes tout simplement à notre auditoire. Oui, bonjour Jean-Marc. Merci effectivement de m'accorder cette interview. Alors donc, je m'appelle Georgine Tixier, je suis docteur en sciences et en nutrition, comme tu l'as dit, et je suis responsable scientifique pour la marque Isostar, donc au sein de la société Nutrition et Santé. D'accord. Alors, on va commencer avec une première question qui est toute simple. En fait, toute simple. Et pourtant, moi, je le vois quand j'entraîne ou que je cours avec des amis, tout ça. Il y en a qui pensent pas à s'hydrater, notamment, qui boivent pas régulièrement pendant l'effort et pendant la course à pied sur le thème qui les intéresse. Alors, pourquoi s'hydrater lors de l'effort physique? Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'eau, c'est quand même le premier constituant de notre organisme, puisque elle représente environ entre 60 et 70% du poids du corps. Et cette eau, elle va intervenir en fait à plusieurs niveaux dans notre organisme et pour le bon fonctionnement de celui-ci. Elle intervient dans quoi? Elle va intervenir dans le fonctionnement des cellules, elle va intervenir pour le bon fonctionnement du système cardiovasculaire, elle participe à la régulation de la température corporelle, et ça on verra que c'est important lors de l'activité physique, et elle participe également, elle permet une bonne élimination rénale. Alors, il faut savoir que de façon, j'allais dire, naturelle, on perd régulièrement de l'eau, que ce soit par les voies respiratoires, les urines, nos selles, mais également par la transpiration. Et donc, lors d'un effort physique, certaines de ces pertes qui sont naturelles vont être accentuées. On comprend, ça va être notamment une accentuation par les voies respiratoires, mais également par la voie cutanée, par le biais de la transpiration. C'est la raison pour laquelle il va être très important donc de reconstituer ces stocks hydriques lorsque l'on fait une activité physique, notamment en ambiance chaude. Mais je parle de reconstitution de stocks hydriques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on transpire, on perd certes de l'eau, mais on va perdre également du sodium. Donc, ce sera important de reconstituer ces pertes hydriques, mais également ces pertes en sodium. D'accord. Donc, plus l'effort va être long, plus les pertes vont donc être importantes. Et comment doit s'hydrater le sportif pendant l'effort? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit, à partir de quel moment, il doit basculer sur de l'eau, ou à partir de quel moment plutôt, il doit pas consommer uniquement que de l'eau? Alors, il y a plusieurs niveaux dans la réponse et plusieurs choses au travers de ta question. On va voir qu'en fonction de la durée de l'effort prévisible, il va falloir apporter ou pas de l'énergie pour permettre de faire de continuer l'effort, et il va falloir apporter également du sodium, puisque je l'ai dit, on va perdre du sodium au travers de la transpiration. Donc d'abord, comment bien s'hydrater effectivement pendant l'effort? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il faut pas attendre le jour J pour s'hydrater. C'est quelque chose qu'il faut déjà entamer avant ton activité physique. Donc, de façon normale, on sait qu'il est important de suivre les recommandations classiques en dehors de tout entraînement, c'est-à-dire à peu près 1,5 litre de boisson par jour. Donc ça, c'est déjà la base. Et avant ton activité physique, si tu as programmé une course spécifique, ce point va être encore plus important parce que ça va permettre d'arriver le jour J avec déjà une réserve hydrique suffisante. Bon, ça c'est le premier point. Donc après, pendant l'effort. Alors pendant l'effort, qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant l'effort, on sait qu'il faut boire par petites gorgées, de façon régulière. Alors c'est à peu près toutes les 15 à 20 minutes. On va éviter les bulles. On les gardera plutôt pour après. On va éviter les bulles pendant l'effort parce que ça peut provoquer un inconfort digestif. Et puis surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la quantité d'eau, effectivement, à consommer, la quantité de boisson à consommer pendant l'effort, qui se situe entre 500 à 800 ml de boisson par heure d'effort. Et ça, c'est très important parce que souvent, les sportifs ne l'ont pas en tête. Donc, c'est vraiment 500 à 800 ml
par heure d'effort. Et ça va être en fonction des conditions de température extérieure, évidemment, mais également de la durée de l'effort, mais également de l'environnement de l'activité physique. C'est-à-dire, effectivement, quelqu'un qui va courir, qui va faire une activité à l'extérieur, n'aura pas les mêmes pertes, notamment via la transpiration, qu'un nageur, par exemple. Hein. Oui, donc, voilà, on va donner les conseils en fonction de ces différentes conditions. Mais en tout cas, il faut avoir en tête cette échelle-là, c'est-à-dire entre 500 à 800 ml de boisson par heure d'effort. D'accord. Et alors, un moyen, tu vas me dire comment je sais si j'ai bu suffisamment. Il y a un moyen relativement simple de savoir si on est correctement hydraté. C'est de vérifier la coloration de ses urines et de voir si elles sont claires ou pas. Et si elles sont claires, c'est qu'on a une hydratation qui est suffisante. Et sinon, après, il y a une méthode un peu plus poussée, qui est la méthode de la pesée, qui consiste à se peser avant et après l'effort. Et la différence, effectivement, ce sera de la masse d'eau qui sera perdue. Et donc ça permet de calculer le pourcentage de perte d'eau et de déshydratation éventuelle. D'accord. Et du coup, par rapport à la durée d'effort, à partir de quel moment tu conseilles de basculer sur, soit on prend de l'eau au départ, par exemple pour l'effort, quand on va courir 45 minutes, on prend que de l'eau, et à partir de quel moment il faut faire la bascule eau plus, on va le voir tout à l'heure, mais plus glucides rapides. En général, très souvent, on dit, par exemple pour les coureurs qui vont faire 10 km, on peut boire que de l'eau, c'est suffisant. Mais par contre, sur un semi, dès qu'on va atteindre 1h30 d'effort, il faut commencer à faire la bascule eau plus glucides rapides. Est-ce que c'est exact? Ouais, c'est ça. Alors en fait, c'est ça. C'est-à-dire que pour des durées d'activité physique qui oscillent entre 30 à 90 minutes, c'est-à-dire jusqu'à 1h30, de l'eau seule peut suffire. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de ton objectif sur cette heure et demie. Donc, de l'eau seule peut suffire, ou alors, tu peux avoir un apport en glucides jusqu'à 30 grammes de glucides par heure. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Pour 30 minutes à 90 minutes d'effort, donc, de l'eau seule, ou, donc, jusqu'à 30 grammes de glucides par heure. Après, pour des efforts de 2 à 3 heures, on va conseiller jusqu'à 60 grammes de glucides par heure. D'accord. Donc la quantité de glucides varie aussi en fonction de la durée plus l'effort se prolonge. D'accord, ok. C'est ça. Et ça dépend également de l'intensité, mais globalement, voilà, on se fixe surtout sur les durées, donc de 2 à 3 heures, donc jusqu'à 60 grammes de glucides par heure. Et au-delà de 3 heures d'effort, on peut monter, les études scientifiques l'ont très bien montré, on peut monter jusqu'à 90 grammes de glucides par heure. Donc c'est énorme. D'accord. Ah oui, et là, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va sur ces quantités de glucides-là qui sont quand même assez importantes et qui peuvent provoquer éventuellement des problèmes digestifs, il faut veiller, quand on consomme donc une boisson de l'effort, il faut veiller à multiplier en fait les sources glucidiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va permettre d'améliorer la tolérance donc à ces glucides, et puisque les concentrations sont quand même assez élevées, et surtout ça va permettre une meilleure optimisation, une optimisation de l'utilisation de ces glucides par l'organisme, parce qu'en fait, ça va faire intervenir, alors c'est un peu technique, mais ça va faire intervenir des transporteurs différents au niveau de la paroi intestinale. D'accord, ok. Et du coup, ça engendre un peu la question qui va suivre. Quelles sont les différentes boissons de l'effort pour les sportifs et quels sont vraiment les ingrédients indispensables d'une boisson d'effort? Tu en as parlé, il faut plusieurs sources de glucides rapides. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? Parce qu'on le voit, quelles que soient les marques, que ce soit pas forcément avec Isostar, mais quelles que soient les marques, on nous rajoute maintenant des protéines, on a des vitamines, on a du potassium, on a du sodium dont tu parlais, du sel. Vraiment, quels sont les ingrédients indispensables qu'un coureur, qu'un sportif doit regarder sur l'emballage pour être sûr d'avoir une bonne boisson de l'effort? Alors, déjà, avant de répondre directement à ta question, je voudrais qu'on fasse bien la part des choses, parce que moi, il y a quelque chose de capital à souligner, c'est de bien faire la distinction entre les boissons énergétiques de l'effort, qui sont destinées à être consommées donc dans le cas d'une activité physique, et c'est de ces boissons-là dont on parle aujourd'hui, et les boissons énergisantes, qui sont complètement différentes et qui elles sont plus destinées donc à une consommation récréative, qui sont consommées comme des sodas, et qui sont pas du tout adaptées pour la pratique d'une activité physique, puisqu'elles vont être beaucoup trop chargées en sucre, elles vont avoir de fortes doses de caféine, elles n'ont pas de sodium, etc., etc. Donc là, il faut déjà bien faire la distinction entre ces deux choses. Et donc,
quand on parle donc de boissons de l'effort, il y a effectivement des ingrédients majeurs. Il y a quoi? Ben d'abord il y a l'eau, effectivement, pour l'hydratation, ça on le comprend. Hein. Les glucides pour l'énergie, et tu l'as dit, donc des glucides d'absorption rapide qui vont permettre donc de fournir l'énergie tout au long de l'effort. Des électrolytes, et ça c'est important, et notamment du sodium, voire du potassium, mais le sodium c'est vraiment capital puisque ça va permettre de compenser donc les pertes sudorales, et également éventuellement des vitamines et des minéraux. Alors des vitamines, la plus importante c'est la vitamine B1 puisqu'elle participe, elle contribue à un métabolisme énergétique normal, et éventuellement donc d'autres minéraux tels que du calcium, du magnésium qui eux vont contribuer à une fonction musculaire normale. Et ce qui est important dans ces boissons énergétiques de l'effort, c'est que elles vont avoir un pouvoir désaltérant, parce qu'en fait, comme elles ont un goût, elles vont être à différentes saveurs. Hein, t'as goût citron, orange, bon ça dépend des marques. Hein. Ça, par rapport à de l'eau seule, ça va permettre d'augmenter la prise et faciliter la prise de boisson. Ce qui est important parce qu'effectivement les sportifs ont tendance à oublier à s'hydrater régulièrement, en tout cas pendant l'effort. Et le dernier point, qui est là aussi un peu technique, c'est l'isotonie. Alors l'isotonie, tu veux que j'en dise quelques mots ou Oui, vas-y, parce que ça me parle pas trop ça. Par contre. Alors voilà, l'isotonie c'est important. En fait, c'est quoi l'isotonie? Ça se définit en fait par une quantité de molécules actives dans une boisson. Et ces molécules actives, c'est quoi? Ça va être les sucres notamment, donc les glucides, les électrolytes, le sodium, etc., les protéines éventuellement. Donc une quantité de molécules actives qui, lorsqu'une boisson est isotonique, va être proche de celle du plasma. Et donc ce qui va avoir pour conséquence de permettre de façon optimale une bonne hydratation, mais également un apport adéquat en énergie et en électrolytes. D'accord. Je vais revenir juste sur le sel. Il y a des boissons maintenant énergétiques, des boissons différentes de l'effort, qui ont du sel, du potassium, du sodium. Est-ce que il est utile? Est-ce que c'est une bonne idée? Parfois, ça m'est déjà arrivé, mais ça arrive aussi à d'autres coureurs, de rajouter du sel, notamment quand il fait très chaud dehors. Alors c'est délicat parce qu'en fait ça, chez les sportifs de haut niveau ça se mesure et on connaît leurs besoins exacts, on peut l'ajuster. Mais c'est délicat pour un sportif qui ne connaît pas son besoin exact de rajouter comme ça, j'allais dire à l'aveuglette, une quantité de sodium, lambda. Donc l'intérêt justement des boissons de l'effort, c'est que si tu veux, elles ont été dosées et elles permettent de répondre à ce besoin-là. Après, pour aller au-delà, moi je recommande plutôt de faire des dosages spécifiques et de savoir exactement quel est ton besoin pour l'adapter. D'accord. Après, j'ai une question, ça concerne certains sportifs et runners qui ont du mal avec les boissons de l'effort. Par exemple, moi je vois le cas de ma femme quand elle court, elle mettra jamais le dosage nécessaire, le dosage indiqué sur l'emballage de la boisson d'effort, et c'est juste en fait elle va s'en servir juste par exemple pour aromatiser un petit peu l'eau. Donc j'imagine que les bénéfices de la boisson d'effort n'y sont pas du tout. Non, mais à quoi ça peut être dû ce rejet des boissons d'effort? Alors il y a plusieurs choses. Il y a soit une perception trop sucrée par certains sportifs, ou une perception de goût trop acide. Et donc c'est vrai que il faut vraiment tester sa boisson, et je dirais au sein d'une marque il faut tester les différentes saveurs, parce que certaines saveurs déjà il faut les tester pendant l'effort, parce que la perception d'une boisson est pas la même au repos et à l'effort, et ça a été très bien montré dans des études scientifiques. Donc ça c'est un premier point. Et ensuite, selon la saveur, c'est-à-dire le citron n'aura pas le même pouvoir saturant en bouche, par exemple, que la saveur orange. Mais ça, c'est à chacun de le déterminer. Donc, il faut vraiment le tester. Et puis après, ce qu'il faut savoir, en tout cas nous chez Isostar, on a entendu et on entend ce besoin et ce reproche parfois chez les sportifs. Donc on a développé donc déjà différentes saveurs qui permettent de répondre donc à ces différents besoins. Mais aussi on a développé une boisson neutrale, qui s'appelle neutrale, puisqu'en fait justement elle n'a pas d'acidité et pas de saveur particulière, ce qui permet de répondre à ces sportifs qui parfois peuvent être rebutés par ces boissons là.
D'accord. Du coup, là, si ils utilisent la boisson neutrale, ils boivent de l'eau, quoi. Ils ont ah non, ils boivent pas de l'eau. Attention, ils boivent pas de l'eau. Non, oui, Elle a un goût neutre. Voilà. Elle a un goût neutre. neutre, elle a pas d'acidité ou moins d'acidité. Enfin, elle a pas d'acidité par rapport aux autres, qui en ont un petit peu. Mais voilà, mais elle va quand même leur apporter la même quantité de glucides, la même quantité de sodium. Elle est également isotonique, donc elle aura tous les bienfaits des autres boissons, sans le goût. Oui, c'est juste le goût qui change, qui fait le goût, quoi. Exactement. Donc après, ça peut être aussi une tactique à prendre pendant la course, c'est-à-dire commencer donc par ta saveur préférée, je sais pas moi, le citron, pamplemousse ou cranberry, et après basculer sur la neutre. Si tu sais notamment que tu es susceptible de faire une saturation pour le sucré, et notamment effectivement si ton effort est assez long. Et si tu te sais sensible par rapport à ça, bah voilà, tu peux utiliser cette astuce et basculer sur cette boisson-là en milieu de course, par exemple. D'accord. Ensuite, j'ai une autre question pour toi. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes qui sont commises par les runners ou les trailers lorsqu'ils s'hydratent pendant l'effort? Alors, si tu m'avais posé la question il y a quelques années, je t'aurais dit la déshydratation, mais maintenant ça a changé, c'est complètement l'inverse. Parce qu'on a tellement dit qu'il fallait boire souvent et donc il fallait boire régulièrement que on observe le phénomène inverse, c'est-à-dire que les coureurs vont faire l'inverse et vont trop s'hydrater. Et ce qui se passe est notamment trop s'hydrater qu'avec de l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ils vont éviter la déshydratation, ça c'est clair, mais en fait, ils vont tomber dans ce qu'on appelle l'hyponatrémie. L'hyponatrémie, c'est quoi? C'est un taux anormalement faible de sodium dans le sang. D'accord. C'est la raison pour laquelle il faut s'hydrater, certes, mais avec de l'eau et avec du sodium pour compenser ce que je disais tout à l'heure, au préalable, ces pertes en sodium. Et surtout, il faut bien avoir en tête les quantités dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire entre 500 et 800 ml par heure d'effort. Donc voilà, ça c'est primordial parce que on le voit de plus en plus à l'arrivée des marathons. Les cas d'hyponatrémie sont de plus en plus fréquents. D'accord. Et il y a une autre tendance aussi qui est de faire sa propre boisson énergétique. Donc, quels sont les conseils que tu donnerais justement pour lesquels les runners, les trailers, tout ça, ils doivent faire attention sur des points précis? Bon, j'imagine que c'est le dosage en glucides rapides et en sodium, parce que là aussi, voilà, c'est ça, c'est la problématique, c'est d'ajuster les bonnes quantités et de glucides, mais également de sodium, et d'en faire en fait des boissons, puisque c'est ce qui est le plus favorable sur des efforts de longue endurance, des boissons isotoniques qui vont permettre donc effectivement et une bonne hydratation et un apport adéquat en énergie et en électrolytes. D'accord. Et que se passe-t-il si, par exemple, s'ils mettent trop de sel, est-ce que ça peut avoir une incidence sur la durée, sur leur course, tout ça, par exemple? Le fait de surdoser, que ce soit en sodium ou même en glucides, ça peut donner des boissons hypertoniques. D'accord, hypertonique. Donc, et là, ça va occasionner des problèmes digestifs et ça peut entraîner une déshydratation. Donc, l'effet inverse de ce qui était qui est recherché, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux sous-doser par rapport pour éviter des risques ou même si on sous-dose, est-ce qu'il y a aussi des risques finalement? Alors ça dépend, en fait ça va dépendre de la durée de ton activité parce qu'effectivement si tu sous-doses, tu peux faire une boisson qui est hypotonique, donc qui va permettre une bonne hydratation, mais avec un moins bon apport, si tu veux, en énergie et en nutriments. Donc, si tu es sur un effort qui est relativement court, bon, bah c'est pas dramatique. Mais si tu es sur un effort assez long, bon, voilà, il faudra être plus vigilant. Ouais, par exemple, sur un marathon, sur un trail long, un ultra trail, il vaut mieux avoir les bonnes proportions que d'être sous-dosé. Voilà, disons que là, voilà, tu as tout ce qu'il faut dans ta boisson, tout est prêt, c'est l'optimal. D'accord. Ok. J'ai une autre petite question. Par exemple, moi souvent je le dis, est-ce que c'est une des erreurs, est-ce que c'est une erreur, par exemple, pour les sportifs qui, je vois, c'est parce que les boissons d'effort, les gels, les barres, tout ça, ça coûte assez cher quand même au final. Et moi j'en vois beaucoup qui n'utilisent que la boisson, par exemple, que pendant les jours de compétition, alors que moi je leur conseille, notamment dans les derniers mois avant la compétition, de l'utiliser pour justement que ton organisme s'habitue. Voilà.
Est-ce que le fait de combien de temps avant justement il faut commencer ce processus, est-ce qu'il faut le commencer 1 ou 2 mois avant ou 15 jours avant, recommencer à utiliser des produits de l'effort, ça suffit? Alors bon, ça c'est difficile de répondre à cette question de façon précise parce que c'est vrai que ça dépend de chacun, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de la même façon que tu entraînes ton corps pour ton activité physique, tu dois entraîner également ton organisme pour la consommation de ce type de produit-là. Et effectivement, plus tu auras l'habitude d'en consommer pendant tes entraînements, et mieux tu sauras comment ton corps réagit pendant les événements principaux. Donc c'est important d'en consommer effectivement pendant les entraînements pour habituer ton organisme et savoir, même toi en termes de goût, ce que tu vas mieux tolérer, en termes de praticité aussi par rapport aux produits, parce qu'on parle des boissons, mais on peut y associer effectivement des bars, des pâtes de fruits, là aussi spécifiques. Et donc là aussi, il y a la praticité qui intervient. Donc comment les utiliser, à quel moment, et tout ça, ça se fait pas le jour J. Il faut l'avoir anticipé, donc il faut être entraîné et avoir testé les produits. Sans compter que utiliser une boisson de l'effort régulièrement, ça permet aussi, ça améliore la récupération et la performance sportive. Tout à fait. Durant la semaine. Ouais, tout à fait, bien sûr. Donc là, c'est important, oui, parce qu'on parle aussi là beaucoup de la consommation de ces produits-là pendant l'effort, mais il faut pas oublier, donc évidemment, il y a aussi le avant, qui est important, on l'a un peu souligné, mais il y a aussi toute la phase de récupération, c'est-à-dire tout de suite, dès la fin de l'effort, en fait, et éventuellement refaire ses stocks là aussi en énergie assez rapidement, si on doit enchaîner dans les jours qui suivent, le lendemain notamment, si on doit enchaîner une autre épreuve. Ça, c'est très important. D'accord, ouais. La fenêtre des 30 minutes, c'est la fameuse fenêtre métabolique, en fait. Exactement, qui commence dès les 30 minutes et qui va jusqu'à 3 heures. On dit que là, on a vraiment une fenêtre métabolique, c'est-à-dire à ce moment-là, le corps est particulièrement, le métabolisme est plus propice pour refaire les stocks en énergie, réparer les muscles et réparer l'organisme, en fait. D'accord, ok. Et on va finir sur une dernière question qui concerne justement les produits Isostar. Quelles sont les différentes boissons que propose Isostar en dehors des goûts? J'ai vu qu'il y avait plusieurs boissons d'effort et plusieurs formats aussi, parce que il y a la poudre, mais il y a aussi les tablettes. Les tablettes, voilà, effectivement. Alors donc, en fonction de la durée de l'effort, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire 30 à 90 minutes, de 2 à 3 heures ou plus de 3 heures, on a effectivement différents types de boissons, de produits. Alors on a les pastilles effervescentes, qui sont les pastilles dont tu viens de parler là, donc qui vont permettre de faire une boisson isotonique, qui ont le côté pratique parce qu'il suffit de les mettre dans ton camelback, ou dans ton sac à dos, tu peux les porter assez rapidement avec toi pendant l'effort. Et là, il faut savoir que ces produits-là, en fait, ils vont permettre de répondre à un effort de 30 à 90 minutes. D'accord. Ensuite, pour des efforts de 2 à 3 heures, on a les boissons Hydrate and Perform. D'accord. Qui sont les poudres là qui vont permettre de reconstituer ta boisson, ou la boisson neutrale dont j'ai parlé, qui permettent donc de répondre à des efforts de 2 à 3 heures. Et puis ensuite, pour les efforts de vraiment longue endurance, c'est-à-dire au-delà de 3 heures, on a les boissons de la gamme Endurance Plus. D'accord. Voilà, qui là sont encore plus concentrées et qui vont permettre donc de répondre, et avec un mix glucidique, et qui vont permettre de répondre donc à des efforts de très longue endurance. D'accord. Est-ce que dans ces différentes boissons, parce que là c'est intéressant, je pense pour le coureur de savoir la différence, la différence au niveau de la durée pour ces différentes boissons. Est-ce que c'est dû aussi, parce qu'on parle de glucides rapides qui sont dans une boisson d'effort, mais est-ce qu'il y a aussi des formes de glucides absorption un peu moins rapide, un peu plus lente, qui se trouvent dans ces boissons d'effort aussi? Non. Dans ces boissons de l'effort, il n'y a que des glucides d'absorption rapide. D'accord. Y compris la maltodextrine. Alors j'insiste parce qu'en fait, on lit souvent que la maltodextrine est un glucide d'absorption lente. La maltodextrine classique n'est pas un glucide d'absorption lente. C'est un glucide complexe, c'est-à-dire une grosse molécule, mais qui va être absorbé beaucoup plus rapidement que le glucose. Donc ce sont tous des glucides d'absorption rapide, et c'est l'objectif lorsque l'on fait un effort, on a besoin que les glucides soient absorbés rapidement. Pour finir, j'ai une dernière question par rapport à faire un mix avec les gels, les bars. Est-ce qu'il y a des précautions justement quand on veut faire une consommation régulière, et on va dire pas exclusive mais régulière d'une boisson d'effort sur la durée, sur une compétition ou un entraînement, quel est le danger qu'on peut avoir avec les gels ou les bars, c'est d'avoir trop de glucides en fait? Alors,
il y a deux choses. Il y a l'utilisation des gels de façon concomitante avec les boissons. Donc ça, des gels ou des bars, hein, de façon concomitante avec les boissons de l'effort. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est très bien à faire parce que ça permet aussi de varier les textures en bouche. Et là, on sait que sur la longue endurance, c'est important, hein. Donc on peut le faire. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est que il faut que ce soit calculé, hein, c'est ce que je disais, en fonction de la durée de ton effort, tu vas calculer ton besoin en glucides et donc tu vas calculer la quantité de boissons à ingérer en intégrant la quantité de glucides apportés par tes gels ou tes bars. Donc ça se calcule. Tu as la composition glucidique, il suffit de regarder la teneur en glucides de ta boisson et de tes gels ou de tes bars et tu fais ton petit calcul pour arriver jusqu'à tes 60 grammes de glucides par heure si tu es sur 2 à 3 heures ou au-delà pour des efforts donc plus longs. Le risque, par contre, c'est chez certains sportifs qui vont vouloir ne consommer que des gels, par exemple, ou que des bars, et associer avec ça de l'eau. Le risque, c'est qu'effectivement, dans la majorité des gels qu'on trouve dans le commerce, il va pas y avoir de sodium, hein, ou dans les bars, sauf si on va sur des bars salés. Mais en tout cas, c'est une précaution à prendre, effectivement. Puisque ces gels bien souvent ne contiennent pas de sodium et donc tu ne vas pas compenser les pertes en sodium. D'accord. Okay. Donc il faut bien faire attention. Voilà, tout à fait. Parce que je connais pas mal de coureurs effectivement qui sont sur la compo au plate plus gel ou bar, quoi. Voilà. Donc là il faut bien faire attention à la composition des gels ou des bars, vérifier s'il y a du sodium ou pas. D'accord. Ok. Eh bien, moi, j'ai posé toutes mes questions que j'avais à poser. Je te remercie. Super. Pour cette interview. Et merci à toi, Jean-Marc. Merci beaucoup. Et s'il y a des questions qui me viennent par le biais des commentaires, que je puisse pas y répondre à ce moment-là, je t'enverrai un petit mot pour savoir ce que tu en penses. Mais ce en tout cas, je te remercie pour toutes ces infos que tu nous as données. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde et ça va mettre, on va dire, un peu les points sur les i par rapport à certaines idées reçues autour de la boisson d'effort. Voilà, et juste que je voulais en profiter juste pour ajouter, parce que c'est tout récent, nous venons de lancer, Isostar vient de lancer son site, vous pouvez maintenant acheter sur Isostar des produits directement en ligne. Donc voilà. D'accord, ok. C'est super. De toute façon, je mettrai les liens en dessous pour aller visiter le site Isostar, pour retrouver notre interview sur le site Tester Outdoor. En tout cas, merci beaucoup et je te dis donc à bientôt et à une prochaine. À très bientôt, Jean-Marc, et un bel été à toi et à tous les runners. Ça marche, merci beaucoup, au revoir. Au revoir.